Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va démarrer d'abord par notre focus. Il a le don de transformer les petites anecdotes de l'histoire en véritables pépites de culture générale. Et sur les réseaux, il captive aussi des milliers de curieux grâce à son regard vif, sa passion aussi pour la connaissance. Il s'appelle César Roussel, alias César Culture G, et on découvre son portrait dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Benoît Grunenwald qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Benoît. Bonjour Philippine. Plaisir de vous retrouver là aussi. De quoi vous allez nous parler? On va se demander aujourd'hui si, grâce à l'iPhone, on est complètement contre les cyberattaques. Est-ce qu'on est vraiment protégé? C'est ça, on va en discuter avec vous dans un instant. Merci Benoît. Et puis c'est notre grande question du jour. À quel âge peut-on vraiment se lancer dans l'intelligence artificielle? Et faut-il forcément attendre la fin de ses études pour entreprendre? On se pose la question parce qu'il y a une nouvelle génération d'étudiants qui ne se posent plus la question justement. Ils ont à peine 25 ans. Ils ont déjà la tête pleine de projets innovants, souvent portés par l'intelligence artificielle, qu'ils voient d'ailleurs comme un accélérateur d'impact, mais aussi comme un terrain d'expérimentation risqué, parfois mal analysé. Alors comment concilier études, innovation technologique et responsabilité? On en parle avec notre invité aujourd'hui en duplex avec nous. Bonjour Mathieu Hubert. Bonjour Philippine. Bienvenue dans l'émission, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes étudiant entrepreneur, créateur de Univoice. Univoice, c'est une start-up dédiée à l'accueil téléphonique intelligent. On en parle avec vous dans un instant, juste après le focus. Jeune et passionné, voilà 2 mots pour le décrire. Il s'appelle César Roussel, de son pseudonyme César Culture G, et il partage sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant histoires, anecdotes aussi pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et à travers ses vidéos, il donne l'opportunité au plus grand nombre d'améliorer sa culture générale, et le tout de façon ludique et divertissante. Il est notre influenceur du jour, signé Dylan Coller. Est-ce que tu savais que le plus haut sommet d'Europe n'était pas le Mont Blanc, que l'euro aurait dû s'appeler l'écu, ou encore que le premier éléphant à vivre en Europe était un éléphant blanc albinos? Voici 100 faits que tu ne connaissais pas sur l'Europe. Allez, vous l'aurez compris, parlons un peu culture. Aujourd'hui, on s'invite dans l'univers fascinant de César Roussel, créateur de la chaîne YouTube César Culture G. À seulement 25 ans, le jeune homme affiche un parcours déjà bien rempli. Après une classe préparatoire, il intègre le programme Grande École de l'EM Lyon. Mais c'est en parallèle de ses études qu'il se fait véritablement connaître. Sur TikTok, César fait rapidement ses premiers pas en tant que créateur de contenu. Fin 2020, sous le pseudonyme de What's Up World d'abord, puis César Culture G, il propose des vidéos courtes et percutantes, abordant des sujets variés d'histoire, de géographie et même de philosophie. Son objectif est simple, rendre la culture générale accessible à tous. Et le succès est fulgurant. À ce jour, il cumule plus de 2,4 millions d'abonnés sur TikTok. Fort de cette popularité, César poursuit son aventure sur YouTube. Par sa chaîne, il reprend simplement les ingrédients qui ont fait son succès. Vidéos dynamiques, ton léger et approche pédagogique. Il y partage des anecdotes méconnues, des faits historiques surprenants, ainsi que des quiz interactifs pour tester vos connaissances. Il existe un endroit sur Terre où il est interdit d'enterrer les morts, que la grande barrière de corail était plus grande que l'Italie, ou encore que l'Afrique était le seul continent traversé par l'équateur, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Allez, pose-toi, voici 50 faits géographiques étonnants que tu ne connaissais pas. Le fleuve Amazone ne contient aucun pont sur ses 7000 km de longueur, malgré le fait qu'il traverse plusieurs pays et de nombreuses zones habitées. Je trouve ça fou. Le Vatican a une densité de population 20 fois supérieure à celle de Paris, avec une superficie de 0,44 km² et plus de 800 habitants. Sa densité est d'environ 1800 habitants par km², contrairement à Paris et ses 119 habitants au km². Au-delà des réseaux sociaux, César Roussel s'investit pleinement dans la démocratisation de la culture. Il participe à des conférences, collabore avec des institutions éducatives et a même publié un livre intitulé « Améliore ta culture G », parvenir à enrichir sa culture générale tout en se divertissant. Voilà pourquoi César Culture G est incontournable. Alors si vous voulez terminer premier à tous vos quiz entre amis, n'hésitez plus. Le captivant César vous aidera dans votre quête de savoir. Une belle ressource de connaissances à la portée de tous.
Allez, autre chose maintenant, on va continuer à parler des jeunes parce que créer son entreprise à 18 ou 20 ans, c'est déjà pas banal, mais quand l'intelligence artificielle devient le cœur du projet, la réflexion devient tout autre. Gain de temps, efficacité, automatisation, l'intelligence artificielle ouvre des portes immenses à celles et ceux qui osent s'y aventurer très tôt, mais elle impose aussi des choix éthiques, des responsabilités nouvelles et puis bien sûr un discernement que l'école n'a pas toujours enseigné. Et alors comment les jeunes s'emparent-ils justement l'intelligence artificielle et puis comment concilier ambition entrepreneuriale et esprit critique. Rencontre aujourd'hui avec un étudiant en duplex qui n'a pas attendu d'avoir un diplôme pour changer les règles du jeu. On en parle avec lui tout de suite dans la première partie du talk. Et cet étudiant, il est notre invité, bien sûr, et on est très content de le recevoir. Mathieu Hubert. Donc, vous êtes étudiant entrepreneur et vous avez créé une entreprise qui s'appelle Univoice. Vous avez seulement 20 ans. Je serais ravie d'en savoir un petit peu plus, justement, sur ce que fait Univoice. On va poser les bases avant, justement, de parler un petit peu avec vous de votre parcours d'étudiant entrepreneur et puis de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle est au cœur de votre projet, de ce que je comprends. Très bien. Ouais. Donc nous, on développe une IA vocale qui va permettre aux entreprises d'automatiser leurs interactions téléphoniques, que ce soit appel entrant ou sortant. Donc maintenant, depuis 1 an, on fait cette activité. Après, si on reviendra sur ce que j'ai fait avant, etc., on a développé autre chose. Mais c'est vrai que là, depuis 1 an, on est axé sur ce produit qui nous permet d'automatiser ces standards ou de venir soulager les équipes des standards téléphoniques. Vous n'en êtes pas effectivement à votre premier coup d'essai, on va en parler. Vous êtes aujourd'hui en tout cas étudiant en 3e année d'école d'ingénieur, mais vous avez lancé votre projet à peine 18 ans, c'est ça, juste après le bac? C'est ça, j'avais à peine 18 ans et on a lancé une entreprise qui permettait d'implémenter l'intelligence artificielle dans des logiciels dans les entreprises, donc des ERP, des CRM, etc., pour pouvoir automatiser certaines tâches. Et donc du coup, on a commencé avec ça, on a mis les mains dedans et on n'a pas pu se retirer de l'aventure, mais on a trouvé quelque chose de mieux, entre guillemets, de faire un produit qui répond à des besoins dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. L'intelligence artificielle, ça a toujours été votre truc, Mathieu? Alors déjà, moi, c'est plus l'innovation, mais c'est vrai que quand on dit innovation, c'est intelligence artificielle bien souvent. Donc c'est vrai que oui, c'est vraiment, ça a toujours été dans mon domaine, dans le professionnel. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de ne pas attendre la fin de vos études, ni même d'ailleurs le début de vos études, puisque vous aviez, je crois que vous veniez justement d'avoir le bac quand vous avez créé cette première entreprise. Vous n'êtes pas dit, non, je vais au moins faire une licence ou un master et après je verrai ce que je fais, et notamment si je monte une entreprise? Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi comme ça. Je me suis dit que c'était mieux un petit peu de se casser les dents sur les embûches entrepreneuriales qu'on allait vivre. Maintenant, c'est vrai que ça aurait été peut-être une option, mais nous, on a préféré créer avant d'aller à l'université, etc., pour avoir plus de temps. Et nous, on se dit toujours que prendre les risques, il vaut mieux les prendre jeunes que plus tard. Alors, je sais pas encore, mais souvent on l'entend quand on a une famille, etc., c'est plus compliqué de se mettre à son compte et de tenter un projet entrepreneurial. Donc nous, on s'est dit qu'on allait commencer avec mes 2 associés dans cette aventure dont un avait déjà fini ses études et un était du même niveau que moi en commerce. Votre entreprise s'appelle donc Univoice. Pour bien comprendre ce que vous faites, notamment à l'heure de l'intelligence artificielle, est-ce que vous voulez bien nous expliquer concrètement ce que fait votre assistant vocal doté d'IA qui s'appelle Julie AI? C'est un agent vocal intelligent. À qui ça s'adresse exactement et quels problèmes ça résout au quotidien? Du coup, nous, principalement, on va automatiser les appels entrants, donc les secrétariats téléphoniques, la prise de rendez-vous, la prise d'informations, les horaires d'ouverture, etc. On va venir se connecter au logiciel des entreprises, que ce soit du coup CRM pour les analyses en fait quand on reçoit un appel, on va regarder s'il est déjà dans notre base client pour pouvoir dire bonjour, c'est Philippine, vous êtes déjà dans la base client et vous avez ça à faire tel jour pour les rappels par exemple. On vient vraiment se connecter à tout un hub de logiciels pour que l'entreprise en fait elle puisse automatiser tout ce secteur.
Donc c'est vrai qu'on pourrait très simplement dire qu'on automatise par exemple les rendez-vous chez des dentistes, mais aussi dans des restaurants pour la réservation de table, mais aussi des rappels de rendez-vous, de la prise de soins à domicile. On fait énormément de choses. Donc c'est vrai que c'est très varié. Pardon, je voulais pas vous couper, mais donc ça veut dire que demain, il n'y aura plus de secrétaire, en tout cas, qui répondra au téléphone pour prendre des rendez-vous chez le dentiste? Alors ça a été un gros défi pour nous de mettre une partie, entre guillemets, éthique. Et donc du coup, nous, on ne veut pas forcément tout remplacer. On veut venir en phase de débord, donc quand il n'y a plus de toutes les télésecrétaires sont occupées, ou alors hors horaire de bureau, c'est-à-dire quand entre guillemets le 8h, 17h c'est fini, et c'est notre IA qui va prendre le relais pour donner les informations à notre appelant. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît ? Ouais, je trouve ça fascinant. Je me demande si c'est universel, c'est-à-dire si ça fonctionne avec n'importe quel opérateur de téléphonie, système de téléphonie. Et puis si... là, c'est le côté peut-être cybersécurité qui parle. Si en appelant cette intelligence artificielle, on ne peut pas lui demander de nous sortir des informations un peu confidentielles en lui posant les bonnes questions, par exemple. Alors ça a été un gros sujet chez nous. Donc les deux, autant la téléphonie, qui est un sujet très très complexe, puisque il y a énormément d'opérateurs, des coûts différents. Faut savoir que nous, dans la téléphonie, on la paye à la minute. C'est des forfaits que nous, on comprend à la minute. Donc, pour avoir un ordre d'idée, c'est entre 0,12 et 0,20, donc 20 centimes de la minute d'appel. Donc, tout est compris là-dedans. Le forfait de la minute, le LLM, etc. Tout ce qu'on utilise. Donc là, déjà, ça va être sur la téléphonie. Ça peut marcher avec n'importe quel opérateur, pays, numéro de téléphone. Il n'y a vraiment aucune limite, si ce n'est le coût, puisqu'il y a des appels surtaxés, etc. Et après, niveau cybersécurité, on a fait un gros travail d'utiliser, par exemple, pour les analyses de données, puisqu'on fournit un dashboard aux entreprises qui leur permettent de suivre tous leurs appels, d'avoir des statistiques, les sentiments utilisateurs, etc. Tout ça, on fait tourner du coup des LLM en local, donc des modèles de langage génératifs, donc sur Ollama, notamment avec aussi le modèle Llama de Meta, qui nous permet d'être OK sur toutes les données, que ce soit HDS qui est hébergé chez Azure, donc pour les données médicales, ou RGPD, donc tout est en Europe. C'est vrai qu'on pourrait dire, on appelle cette intelligence artificielle et on aimerait savoir si un tel a un rendez-vous, ça peut poser forcer un peu la main à questions. L'intelligence artificielle. C'est ça. Vous êtes incubé en tout cas chez Eura Technologies. Mathieu, un des écosystèmes les plus reconnus en Europe en ce qui concerne la technologie, justement. Est-ce que ça vous donne un coup d'avance ? Oui, complètement. Nous, on a fait 6 mois d'incubation il y a maintenant 8 ou 9 mois. Et ça nous a vraiment donné un coup d'accélérateur puisqu'on a pu beaucoup, on a beaucoup appris. Donc, c'est vrai que sans ça, ça aurait été plus long. On aurait fait peut-être plus d'erreurs. Et là, on s'est senti accompagné. On a eu les bons partenaires. Donc, c'est vrai que ça a été un gros coup de pouce. Votre solution, elle repose aussi sur l'intelligence artificielle vocale. Pourquoi avoir choisi cette technologie ? C'est parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens continuent d'appeler pour prendre rendez-vous, notamment chez le médecin. Ils ne passent pas tellement par des plateformes de prise de rendez-vous en ligne comme Doctolib, par exemple. Nous, ça a été aussi déjà... on a eu un premier client chez qui on était avec notre première entreprise de développement. Donc, on intégrait l'intelligence artificielle dans les logiciels. Et donc, il y a un client qui était débordé en téléphonie et on s'est dit c'est peut-être là qu'il y a un produit à faire. On a découvert les premières voix qui se faisaient, qui étaient quand même pas très réalistes il y a maintenant un an et demi, qui maintenant s'améliorent. Et nous, on s'est dit on a une vraie plus-value de dire on va gérer tous vos appels ou alors une partie pour les entreprises qui le souhaitent, qui ont déjà des télésecrétaires. Et du coup, il y a quand même une masse téléphonique chez un médecin en moyenne. Il y a 50 à 100 appels par jour de demandes de rendez-vous. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne prennent pas sur Doctolib, etc. pour prendre rendez-vous. Et tout ça, effectivement, il faut le gérer. Et si l'intelligence artificielle peut aider, c'est tant mieux. Et vous y participez justement, Mathieu. On continue à en parler dans un instant. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Le meilleur d'Internet, la planète tech, c'est toujours en images et vidéos. C'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui en duplex, Mathieu Hubert. Mathieu, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Avec un sujet important, c'est vrai, peut-être une idée reçue, vous allez me le dire, Benoît, les iPhones ont la réputation d'être des smartphones particulièrement sécurisés. Qu'en est-il exactement ? Eh bien oui, attention aux faux sentiments de protection parce que ça peut avoir un effet contre-productif et surtout en France d'ailleurs parce que si Apple dans le monde a à peu près une vingtaine de pourcents de part de marché, en France on est plutôt à 26%, ce qui est assez important. Et ce que l'on a vu, c'est que l'écosystème qui entoure l'iPhone a fortement évolué depuis sa création en 2007. Notamment, c'était au début un écosystème très fermé et puis progressivement, il y a eu une ouverture nécessaire qui a permis de pouvoir communiquer plus facilement entre les différents utilisateurs et ça a été récemment encore plus forcé avec l'arrivée de ce que l'on appelle le DMA. Alors justement, est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus ? Le DMA, c'est le Digital Market Act. C'est un règlement européen qui est entré en vigueur en novembre 2022 et qui est maintenant pleinement applicable à partir de mars 2024. Et il vise à réguler les grandes plateformes numériques. Alors bien sûr, on pense à Alphabet, Google, Meta, Apple, Amazon, Microsoft et sans oublier ByteDance, TikTok. Et ça sert à empêcher les pratiques anticoncurrentielles, favoriser l'innovation, on en parlait justement, la concurrence et surtout protéger les consommateurs et les entreprises qui développent des applications et qui utilisent ces prestataires. Et pour ce faire, eh bien, il y a des obligations et les principales sont permettre l'interopérabilité avec d'autres services, notamment si par exemple vous voulez quitter l'un de ces fournisseurs pour aller chez un autre, autoriser l'installation d'applications tierces, ce qu'on appelle le sideloading en anglais, ne pas favoriser les propres services de ces entités dans les recherches et aussi permettre la désinstallation d'applications préinstallées. On se souvient tous d'avoir acheté un ordinateur avec plein d'applications. Et bien maintenant c'est fini, il faut pouvoir les désinstaller. Et les sanctions sont importantes parce que si les entités ne respectent ça, ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial, voire même 20% du chiffre d'affaires annuel en cas de récidive. Ah oui, effectivement, ça fait mal. Est-ce que vous avez des exemples concrets issus de l'application de ce règlement ? Oui, et il y a deux exemples. Déjà, c'est la modification de certains menus utilisateurs au sein de l'iPhone. Le DMA a demandé à ce que Apple fasse en sorte que ça soit plus simple pour les utilisateurs pour modifier certains réglages. Et puis aussi la possibilité de désinstaller des applications préinstallées sur l'iPhone, notamment Safari. Et ça facilite à la fois l'indépendance, mais également le fonctionnement des utilisateurs. Et si ce règlement, il apporte des avancées pour les utilisateurs, est-ce qu'il ne peut pas aussi produire des opportunités pour les pirates ? Tout d'abord, sur le plan des applications, par exemple, grâce aux magasins alternatifs dont vous nous avez parlé la dernière fois. Oui, et alors... Oui et non, parce que les pirates n'ont pas attendu le règlement pour pouvoir réaliser leurs opérations cybercriminelles. Donc les utilisateurs, notamment qui jailbreak leur iPhone, c'est un risque à la fois au moment du jailbreak, mais également lors de l'utilisation. Et puis aussi, il y a des applications malveillantes. Alors on en parle moins que sur le Google Play Store parce qu'elles sont en volume beaucoup moins importantes. Mais on a vu passer par exemple un faux gestionnaire de mots de passe. Ça, c'est vraiment très pénible. On a également vu une fausse application de capture d'écran, ou encore un faux portefeuille de crypto-actifs. Et puis, il y a également des applications qui ne s'installent pas, qui viennent d'Internet, qui sont des sortes de sites web, c'est ce que l'on appelle les Progressive Web Applications. Et malheureusement, ces applications peuvent s'installer et récupérer un grand nombre d'informations sans pour autant qu'elles soient véritablement contrôlées. Par contre, Apple ne prend pas les choses à la légère et contrôle quand même les applications des magasins tiers officiels. Quelles sont les autres formes d'attaque que peuvent subir les utilisateurs de l'écosystème iPhone ? Eh bien, il y a des vulnérabilités comme sur n'importe quel logiciel ou matériel. Ça fait partie inhérente de la programmation et du fait de créer quelque chose. Donc, il faut voir qu'à certains moments, on n'avait plus, et ça a été corrigé par Apple, par le biais de Siri sur un iPhone qui a été verrouillé, quand même discuter avec l'intelligence artificielle et réussir à récupérer des informations sensibles. D'où ma question à notre invité tout à l'heure. Bien sûr. Et puis, on a également le phishing, l'ingénierie sociale. Et là, on voit que les emails, les SMS, les appels vocaux, les liens malveillants renvoient vers des sites frauduleux. Et ces sites frauduleux sont en dehors de l'écosystème Apple. Donc, ils ne peuvent plus nous protéger. Et il faut là avoir soi-même sa propre vigilance. Et puis, on a aussi certains sites qui nous proposent des fenêtres, qui nous disent « Attention, votre logiciel n'est pas à jour, vous êtes infecté, etc. » Donc, tout ça est bien entendu faux. Et il faut ne pas cliquer et faire en sorte qu'on se tienne à l'écart de ces différentes menaces. Est-ce que vous auriez un exemple d'attaque particulièrement astucieuse, justement, ou en tout cas redoutable pour les utilisateurs
utilisateurs d'iPhone. Et oui, on a vu des chercheurs ont trouvé une attaque qui partait d'un hameçonnage, donc un email que l'on vous envoie ou un SMS qui vous invitait à installer ce que l'on appelle un profil. Ça veut dire que ça rentre directement dans l'iPhone et c'est ce qui est utilisé par les entreprises pour piloter les flottes d'iPhone à distance. Et malheureusement, grâce à ça, ils installaient un logiciel malveillant, GoldPixAx, et celui-ci volait les données biométriques et s'en servait, notamment faciales, et s'en servait pour ouvrir des comptes bancaires de l'autre côté. Alors comment se protéger justement de ces menaces qui sont particulièrement virulentes et qui ciblent justement l'écosystème iPhone? Eh bien, comme pour n'importe quel ordinateur, finalement c'est un ordinateur, il faut mettre à jour le système d'exploitation, il faut mettre à jour les applications, il faut vérifier que l'on a bien des mots de passe forts et uniques sur chacun des applications ou des sites que l'on consulte. Bien entendu, sur iPhone, on active le Face ID ou le Touch ID avec l'empreinte. Ça, c'est vraiment la meilleure protection contre les accès non autorisés. Et puis, on va également être vigilant aux signes qui caractérisent l'ingénierie sociale, SMS, email, et donc attention aux offres trop urgentes ou aux trop bonnes affaires. Est-ce que vous avez un petit dernier mot pour conclure? Et oui, et donc l'iPhone reste l'un des appareils les plus sûrs, c'est vrai, mais il faut être vigilant parce que ce n'est pas une application miracle ou un écosystème miracle, donc il faut rester vigilant. On fait attention, effectivement. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Benoît, on va lancer ensemble la deuxième partie du talk. L'intelligence artificielle, le numérique, justement, on va continuer à en parler avec vous. Mathieu Hubert, vous êtes toujours en duplex avec nous et vous êtes toujours notre invité. Je rappelle que vous êtes étudiant, entrepreneur, vous avez fondé cette entreprise qui s'appelle Univoice. Vous nous avez parlé justement du fait que vous avez créé cette intelligence artificielle, cet agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Julie AI, qui ne vise pas, de ce qu'on comprend bien, à remplacer les secrétaires, mais plutôt à les épauler. Vous nous avez dit aussi en fin de première partie que vous étiez incubé chez Eura Technologies et que ça vous aidait énormément dans votre quotidien. Vous dites d'ailleurs dans l'une de vos interviews, à propos de l'intelligence artificielle, soit tu montes dans le train, soit tu restes sur le quai. C'est ce que vous dites justement à propos de cette technologie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'aujourd'hui, prendre le chemin de l'intelligence artificielle, c'est absolument nécessaire? Je pense que, notamment pas que dans l'IA conversationnelle téléphonique, mais l'IA plus globalement, il va falloir l'adopter dans les entreprises et on le voit à l'heure actuelle, on a de plus en plus de demandes sur même autre chose que le service téléphonique. On a aussi du vocal dans les entreprises où ils veulent que leurs salariés fassent des fiches, des questions, etc. dans l'industrie pour vraiment s'assurer de la sécurité, de la bonne connaissance de tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de cas d'usage et je pense effectivement qu'il va vraiment falloir à toutes les entreprises, même les PME, etc., d'essayer d'adopter les intelligences artificielles et que ça soit pas et que ça ne fasse pas peur, mais que c'est vraiment là, comme vous l'avez bien dit, pour nous épauler dans le travail de tous les jours, tout ce qui est répétitif, etc. Donc vous encouragez d'une certaine manière d'autres jeunes aussi à monter à bord de ce train dont vous parlez sans crainte? Bien sûr. Même nous, chez Julie AI, on recrute, du coup, on a un alternant et 2 personnes de moins de 25 ans en développeur. Et donc, ça nous permet d'avoir toujours des jeunes aussi et de voir comment on peut avancer avec des jeunes esprits, entre guillemets, et même moi, je le suis. Mais on a aussi notre directeur commercial qui a 36 ans, Thomas, et qui nous permet aussi d'avoir cette maturité maintenant sur le marché. Alors l'IA dans le monde de l'éducation, et on le sait parce qu'on en parle très régulièrement ici dans l'école du futur, fait encore débat. Vous êtes vous-même encore étudiant, vous utilisez bien sûr l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Comment vous imaginez aujourd'hui l'école à l'ère de l'intelligence artificielle? Vous l'avez constaté sans doute ces derniers mois, voire même ces dernières années, vous avez utilisé l'IA peut-être pour faire vos devoirs ou pour vous accompagner dans vos révisions. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'école pour cette transition numérique? Ou alors, qu'est-ce que vous avez vu qui, au contraire, était particulièrement positif dans le cadre de l'utilisation de l'IA à l'école? Honnêtement, je pense que c'est les programmes plus globalement qui vont devoir être totalement adaptés parce que là, actuellement, on prend tout ce qu'on nous donne, etc. On peut le mettre sur ChatGPT, il va le résoudre. Alors, c'est pas forcément le but pour apprendre, mais actuellement, si on veut, on peut le faire.
Alors pas en examen évidemment, donc là c'est le but d'apprendre aussi, mais ça serait bien aussi, alors je ne suis pas expert là-dedans, je n'ai pas forcément de grandes idées, mais il va falloir adapter les programmes, les évaluations, les notations, etc. Parce que maintenant, je ne suis pas sûr, on a besoin d'un accompagnement aussi sur l'intelligence artificielle qui est super important. Maintenant, tous les jours au quotidien, donc moi, dans la révision des examens, etc., puisque je passe beaucoup de temps dans mon entreprise, pardon. Et bah, du coup, j'ai besoin de réviser, mais de manière très condensée, très rapidement. Et bah, j'utilise ChatGPT, je lui donne mes cours. Écoute, je lui dis, peux-tu m'apprendre telle notion que j'ai pas bien compris? Et il m'explique très très bien. Il me fait un questionnaire et c'est génial, quoi. J'ai envie de dire, on gagne énormément de temps. Gagner du temps, alors justement, je le rappelle, et c'est le titre de notre émission, vous êtes étudiant entrepreneur à l'heure de l'intelligence artificielle. Concilier aujourd'hui des études d'ingénieur et une start-up en croissance, c'est pas rien et c'est parfois justement loin d'être facile. À quoi ça ressemble justement une journée type selon vous? Est-ce que vous utilisez aussi au quotidien l'intelligence artificielle, non pas pour réviser, ça on l'a compris, mais aussi dans votre quotidien d'étudiant entrepreneur? Donc c'est vrai que une journée type, ça varie. Maintenant, c'est plutôt le matin, j'ai quand même des cours. Et l'après-midi, pour le coup, j'en suis souvent dispensé. Alors ça alterne, ça peut être le matin, l'après-midi, ça change. Mais déjà tous les matins, de 7h30 à 9h, je vais gérer tout ce qui est mail, organisation, etc. Après, on va commencer les cours jusqu'à midi. Puis l'après-midi, je vais plus être à fond sur l'entreprise, les meetings, etc. avec les clients, les partenaires. Et puis notamment avancer sur notre plateforme, etc. avec tout ce qui va être roadmap. Maintenant, comment je l'utilise? Pour la rédaction des mails, pour l'organisation. Nous, on marche en projet, donc en mode Scrum Board. Donc c'est souvent utilisé dans l'informatique. Donc c'est vraiment des projets qui ont des états donc à faire, en cours, à tester, à déployer, etc. Et donc tout ça, ça nous aide à l'automatiser, à lire le code directement et à dire ok, là on a bien avancé, c'est terminé et ça le fait tout seul, quoi. Donc ça nous permet de gagner énormément de temps. Étudiant et entrepreneur à l'heure de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup en tout cas Mathieu Hubert et bravo pour ce que vous faites. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite tout le meilleur justement pour la suite avec votre entreprise qui, je le rappelle, s'appelle Univoice. Merci aussi à notre chroniqueur aujourd'hui, Benoît Grunenwald, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30 sur School TV. Et d'ici là, passez une très belle journée. Ciao.